commence en présentant Sümbül Kaya, la première intervenante, qui est actuellement pensionnaire scientifique à l'IFEA, donc à l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Elle est politologue, spécialiste de l'armée turque. Sa thèse s'intitulait « La production militaire du citoyen, sociologie politique de la conscription en Turquie ». Elle l'a soutenue en 2013 à Panthéon-Sorbonne Paris 1. Et récemment, elle a publié dans la revue Mouvement en 2017 Anatomie de l'armée en Turquie après la tentative du coup d'État du 15 juillet. Et aujourd'hui, elle va nous parler, le titre de son intervention est « Quelle perspective pour l'armée turque dans 5 ans ?» Merci Oscar. Merci à Nora Cheny et aux organisateurs pour l'invitation. Je commencerai mon intervention par une citation d'André Clément Déclouflé, tirée de son ouvrage sur la sociologie de la prévision, puisqu'on nous demande de nous projeter en fait dans l'avenir. Et moi qui me positionne dans une perspective de sociologie politique avec un travail empirique, ça me demandait un effort pour comprendre comment on pouvait prédire, anticiper le futur. Donc il disait, parler du futur peut prendre 6 formes: deviner, prédire, anticiper, se souvenir, imaginer, rêver. Alors, il me paraît un petit peu difficile pour le cas de la Turquie d'anticiper, de prédire également, puisque de multiples crises ou comme cette tentative du coup d'État du 15 juillet peuvent survenir, mais également de belles surprises comme la mobilisation de Gezi. Donc il y a une part d'inattendu qui rend la tâche quand même assez difficile pour prévenir, pour prédire, on va dire. Alors, cependant, je vous propose une analyse sociologique sur l'armée turque, qui est d'ailleurs un excellent laboratoire d'observation des changements politiques et sociaux. Cela me permettra en quelque sorte d'éclairer certaines tendances, des tendances actuelles au sein de l'armée, qui sont observables également dans d'autres institutions, comme dans les établissements scolaires, Nicolas Cheviron nous en parlera, ou au sein de la justice et de la police. Par ailleurs, on peut penser que ces évolutions, elles peuvent avoir des effets durables. Donc, il est pour moi difficile de penser à un retour en arrière ou à un changement radical d'ici 5 ans. Donc, l'objectif de ma communication est de questionner les effets de cette transformation des relations civiles et militaires sous l'AKP et plus spécifiquement depuis cette tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Alors, je vais me demander si le contrôle de l'armée par les civils est le signe d'une normalisation ou au contraire le signe d'une perpétuation, voire de l'accentuation de sa politisation. Alors, les récits officiels, au lendemain du coup d'État avec les réformes, ont présenté la restructuration organisationnelle de l'armée comme une professionnalisation, une civilianisation ou une modernisation de l'armée. Certains analystes comme Metin Gürcan et d'autres soutiennent qu'il y a un changement de paradigme radical dans les relations civiles et militaires en Turquie. Ils avancent d'ailleurs l'hypothèse d'une civilianisation à 100% de l'armée en référence à la thèse de Maurice Jlanovic sur le contrôle civil subjectif des armées permettant d'équiper celles-ci aux normes et attentes de la société. Selon mon analyse, cette thèse de la rupture doit être nuancée, car il s'agit pour moi davantage d'une redéfinition des modalités de contrôle politique du pouvoir militaire, avec cette fois une politisation idéologique différente par rapport au kémalisme. La reconfiguration des relations civiles et militaires
en faveur du premier indique un maintien fort de cette politisation dans l'institution, mais s'appuyant désormais sur l'idéologie conservatrice et religieuse de l'AKP. Je vais montrer tour à tour trois tendances qu'on pourra peut-être grossir et cristalliser pour éventuellement projeter sur 5 ans. Alors, une première tendance qui est la place de la religion, une deuxième tendance sur les politiques de recrutement, notamment avec la place laissée par les purges, les démissions et les mises à la retraite anticipées, et une troisième tendance qui est la définition d'une nouvelle forme de loyauté, non plus à l'État, mais par rapport à l'idéologie du pouvoir en place. Concernant mon premier point, je vais me demander, voilà, depuis cette tentative du coup d'État du 15 juillet 2016, on observe une plus grande tolérance à l'égard de la religion au sein de l'institution militaire. Si les pratiques religieuses étaient tolérées auparavant, mais relevées de la sphère privée, elles devaient être pratiquées de manière discrète, jusqu'au moins en 2007. Depuis la tentative du coup d'État, on constate une tendance inverse, c'est-à-dire on rend plus visibles les pratiques religieuses islamiques au sein de l'institution, on les met en scène également, et il y a une certaine forme d'institutionnalisation de la religion islamique au sein de l'armée. Alors, par exemple, le chef d'état-major actuel, Hulusi Akar, a prié le 16 février 2017 à la Mecque avec le président Recep Tayyip Erdogan. C'est la première fois qu'un chef d'état-major prie, en tout cas publiquement, et que cela est médiatisé. Il se montre aussi à d'autres moments en train de prier avec les soldats ou les conscrits lorsqu'il leur rend visite pour les fêtes du Ramadan, par exemple, pour la fête du Ramadan dans les casernes, par exemple au commissariat d'Ak-Koutoum près d'Akkari ou dans d'autres villes. Des images ont également beaucoup circulé dans les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias, de militaires de soldats en train de faire leurs prières dans les zones à majorité kurde, ou comme à Bitlis, ou à Afrin. Donc ici, il s'agit d'une image d'Afrin. Parallèlement à cette mise en scène en fait, de la religion dans les zones de combat, il y a eu aussi des avancées réglementaires, on va dire, ou des directives données par le ministère de l'Intérieur qui institutionnalisent la religion islamique au sein de l'armée. Le 22 février 2017, on a la levée de l'interdiction de porter le foulard islamique pour le personnel militaire féminin, qui relève d'un changement de normes vestimentaires et religieuses autorisées dans les casernes. Alors le personnel militaire féminin occupe essentiellement des postes administratifs, hein, mais pour autant, il s'agit d'une avancée. D'autres changements ont été apportés par pour les rituels militaires, notamment lors des repas et des funérailles, qui montrent que les pratiques religieuses islamiques s'institutionnalisent au sein de l'armée et qu'ils ne servent désormais ces pratiques pas que les musulmans, pardon. Par exemple, lors des repas, il y a un rituel avant le repas, un rituel militaire qui rend hommage à Dieu, qui est une entité plutôt générique qui peut parler à toutes les confessions. Désormais, ils doivent parler d'un hommage à Allah. La demande émane encore une fois du ministère de l'Intérieur qui a envoyé des directives aux commandants des gendarmeries et des chefs armés. Également, un autre changement, c'est pour les obsèques des soldats, la marche funéraire militaire qui était celle de Frédéric Chopin depuis 1932
a changé, et dorénavant, c'est les tekbir qui accompagneront les obsèques de soldats. Donc le protocole a changé, il n'y aura plus d'instruments joués, mais le silence, la marche et les tekbir. C'est encore une fois le ministère de l'Intérieur qui envoie ces instructions, cette fois aux préfets, qui sont directement concernés par les obsèques de soldats. Alors, il y a bien entendu des critiques par rapport à tous ces changements émanant des partis de l'opposition, notamment par exemple une des critiques du député du HDP de Diyarbakır, Garo Paylan, qui questionne le ministère de la Défense en lui demandant « Vous dites que l'armée est le foyer du prophète ?» On dit, je le cite là, vous dites que l'armée est le foyer du prophète, on dit que c'est la dernière armée de l'islam, notre président de l'Assemblée nationale déclare le djihad. Maintenant, pensez, réfléchissez, moi aussi, j'ai fait mon service militaire obligatoire. Les chrétiens, les juifs font également leur service militaire. Si c'est ainsi, pourquoi prenez-vous à l'armée des chrétiens, des juifs et des personnes avec d'autres croyances? Alors, la réponse apportée est très, comment dire, légaliste en disant que tout le monde est égal, égaux devant le service militaire. Donc, sur ce point de est-ce qu'on assiste à une islamisation de l'armée, on peut penser que cette progressive institutionnalisation de la religion islamique dans l'armée, si cette tendance se renforce d'ici 5 ans, peut conduire à une islamisation des forces armées qui ne sera plus au service de la nation, mais d'une partie confessionnelle de la nation. J'y reviendrai parce qu'il y a aussi des changements au niveau du recrutement du personnel militaire, avec l'inclusion dorénavant des étudiants des imamatiques, qui peut renforcer aussi le nouveau profil, cette tendance, avec un nouveau profil du personnel militaire. Je passe à mon point 2 sur les purges et les nouvelles politiques de recrutement. Donc il me reste 5 minutes, je vais devoir faire très très vite. Alors, vous voyez, avec ces purges, on assiste à une baisse significative des effectifs de l'armée qui est sans précédent dans l'histoire turque. Alors, c'est la situation de l'état d'urgence qui a permis de recourir à des purges en adoptant simplement des décrets-lois et s'affranchissant de décisions de justice ou de la tenue de procès équitables. Alors, c'est la même chose pour tout le personnel militaire et ça concerne aussi nos collègues, les enseignants-chercheurs. Ajoutons qu'en plus de perdre ce statut, les militaires limogés se voient interdits de travailler dans le secteur public, ont l'obligation de quitter les logements militaires et qu'ils sont exclus de la vie militaire, mais c'est aussi une mort civile et sociale de ces personnes. Parfois, ils sont mis au banc aussi par l'entourage et le voisinage. En effet, dans mon tableau, on peut constater que les premiers concernés par cette purge sont les plus hauts gradés, c'est-à-dire les généraux et les amiraux, puisque on le voit sur le tableau, entre mai 2016, donc avant le coup d'État, et peu de temps après le coup d'État, on observe que moins 43% des effectifs par rapport à avant le coup d'État. Alors, pour pallier à ce déficit, ce qui va se passer, c'est que c'est par la voie de la promotion interne que certains vont être remplacés. Et ici, en fait, la voie de la promotion interne, on sait que depuis 2010, Recep Tayyip Erdogan participe au Conseil suprême militaire, l'IAS, qui lui permet en fait de nommer aussi, de participer à la nomination et à la promotion des militaires. Et cette tendance est encore plus renforcée après le coup d'État, avec le fait que les proches de l'AKP dominent sensiblement dans cette institution. Donc on voit le contrôle des nominations en interne
Et la place laissée par les purges va conduire à y placer un personnel qui serait plus conforme avec l'idéologie conservatrice de l'AKP. Donc au total, ces purges ont mis à pied 16 294 membres de l'armée. En plus de ces purges, il y a aussi des retraites anticipées de certains militaires. Ça concerne surtout les colonels, puisque 586 colonels ont été mis à pied. Alors, cette réforme de l'armée, cette réforme, elle a été prononcée en une nuit, sans aucun débat parlementaire, par un décret-loi de 91 pages, qui définit aussi comment peuvent être recrutés les personnels militaires. Alors, je vous passe en détail les procédures de recrutement, mais par exemple, l'institution essaie de contrôler ces recrutements en éliminant toute personne qui aurait un proche, même éloigné de sa famille, qui serait en lien avec l'organisation de Fethullah Gülen, le PKK ou, est cité également, Daesh. D'ailleurs, en fait, donc on voit comment est défini les nouveaux ennemis à ne pas intégrer dans l'armée et aussi à combattre. Donc aussi, c'est l'intégration des étudiants qui ont étudié dans les imamatypes qui est permise dorénavant, ce qui n'était pas le cas précédemment. Alors, mon deuxième point, et je vais conclure, c'est la définition aussi d'une nouvelle idéologie concernant la loyauté à l'État, et on le voit par rapport donc, on peut penser en fait que ces politiques de recrutement favorisent en fait le recrutement de profils de militaires plus conservateurs au détriment d'autres profils qu'on peut voir à l'armée, notamment les néo-nationalistes, les atlantistes et les eurasiatiques. Alors, par rapport à mon dernier point, on a de nombreux procès depuis la tentative du coup d'État. J'ai suivi les procès des présumés auteurs de la tentative de coup d'État. Alors, je vous ai mis un extrait que je n'aurai pas le temps de lire en entier, mais ce qui est intéressant, c'est cette discussion entre un appelé qui devait finir son service militaire 3 jours après le coup d'État et la discussion avec le juge qui essaye de savoir pourquoi cet appelé, qui est vendeur de fruits et de légumes dans la vie civile, n'a pas compris qu'il s'agissait d'un coup d'État. Et l'avocat de la partie civile lui dit « Tu étais à 3 jours de la fin de ton service militaire. Donc tu étais plutôt expérimenté et tu savais bien qu'il ne fallait pas tirer sur la nation. Tu aurais pu tirer une balle sur ces déloyaux, en faisant référence au commandant qui te demandait de tirer sur le peuple. » Alors là, la salle applaudit. Pourquoi n'as pas-tu désobéi? Pourquoi n'as pas tu questionné l'ordre émis par le commandant? Tu aurais pu leur dire pourquoi devons-nous tirer sur le peuple? Alors, vous voyez, par rapport à tous ces procès, et même les procès des académiciens, les procès aussi d'insultes à l'égard d'Erdogan définissent une nouvelle forme de loyauté à l'égard de l'État. Pour conclure, en fait, on pourrait se demander si on n'observe pas également, à côté de cette institution militaire de l'armée, la création d'institutions de coercition et de surveillance. Par exemple, on a créé les gardiens des quartiers, donc une police de proximité présente dans tous les quartiers. On pourrait aussi se demander si les fonctions régaliennes ne sont pas en voie de privatisation, non pas comme aux États-Unis, par des compagnies de sécurité privées, mais là je pense aux appels à la rue et à la protestation. Par exemple, le discours d'Erdogan sur une éventuelle mobilisation des gilets jaunes en Turquie. Il y a eu des appels à se mobiliser également en Turquie. Il a tout de suite répondu qu'il appellerait son peuple à sortir dehors, comme il l'a fait lors du 15 juillet. Je vous remercie pour votre attention.